Augmentez votre pouvoir d'achat avec qui est le moins cher.leclerc et Extra Local. Qui est le moins cher.leclerc, le site pour vérifier qui est le moins cher près de chez vous. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Extra Local. Cette semaine, nous recevons, une fois n'est pas coutume, un président de conseil départemental, en l'occurrence le président LR de l'Essonne, François Durovray. Il est notre invité. Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Durovray de l'Essonne. Vous avez plusieurs casquettes d'ailleurs, je vais vous les citer. Vous êtes également membre du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, administrateur d'Île-de-France Mobilité, on en parlera, et président de l'association Grande Couronne Capitale, n'est-ce pas ? Ça fait beaucoup de C'est à peu près ça, oui. On va peut-être parler du cumul tout à l'heure, on verra. Vous serez interrogé, c'est la formule ici, par 3 journalistes de nos régions, dont un journaliste de la vôtre que vous connaissez, puisqu'il s'agit pour la première fois parmi nous de Renaud Parquet. Bonjour Marie, Renaud. Bonjour François Durovray. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous. Voilà, rédacteur en chef de 20 minutes TV, puisqu'il y a 20 minutes le journal et il y a 20 minutes TV, dont vous êtes le rédacteur en chef et vous représentez ici pour la première fois l'Île-de-France. Absolument. Dont l'Essonne. Bienvenue. Bienvenue également à Claire Stenlen, qui elle est une habituée parmi nous, journaliste au Télégramme et qui représente la Bretagne. Bonjour Claire. Bonjour, je suis plus à l'ouest. Et un peu plus à l'est, là nous avons Fabrice Vesser-Redon, secrétaire général de la rédaction parisienne du groupe EBRA, qui représente la dizaine de journaux du Grand Est, mais aussi de l'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment Le Progrès. La Facesse. Bonjour Marie, bonjour. Bienvenue parmi nous. Enfin, c'est un habitué également, Fabrice. Alors, on a des petites habitudes, des figures imposées, et on commence ici, en général, par le questionnaire de Proust. Allez, c'est Renaud qui s'y lance. François Durovray, on sait que le matin, vous levez très tôt pour lire la presse. Ma question est la suivante, c'est quel est votre livre de chevet ? Ah, c'est pas la presse préférée. Ça aurait pu. 20 minutes, il aurait répondu. Alors, la presse, c'est de moins en moins le matin, c'est de plus en plus le soir, en numérique. Et le livre de chevet, alors là, je viens de terminer, parce que j'ai souvent plusieurs ouvrages à la fois, là, je viens de terminer Amin Malouf, Labyrinthe des naufragés. Très bien. D'accord. Claire, deuxième question du questionnaire de Proust. Toujours en culture, je sais que vous aimez beaucoup la photographie. Je me demandais si vous aviez une photo iconique ou un photographe iconique, ou les deux. Robert Doisneau. Pourquoi ? Évidemment. Pour quel... Oui, pour Paris, pour ce baiser volé, sur ce moment assez extraordinaire de la vie de notre pays aussi. Et puis à un moment où on était encore en argentique et peut-être qu'il y avait un rapport différent à la fois à l'appareil photo. Et puis pour ma part, j'ai aussi développé. Ouais. Donc voilà. Oui, vous pratiquez aussi. Oui. Ouais. C'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, c'était différent. En noir et blanc. Fabrice, troisième question. Oui, une question pour l'élu local aussi, que vous êtes en tant que conseiller départemental. Est-ce que vous avez un élu local ou un élu régional inspirant ? Bonne question, il y en a beaucoup. Moi, à gauche comme à droite, il y a des élus qui sont sincères et qui sont engagés. Et souvent, il y a une image différente du boulot des élus. Et je peux vous dire que lorsqu'on discute avec eux, lorsqu'on prend le temps, il y a toujours de très bons échanges. Alors, un élu local, à partir du moment où on en choisit un, on risque de se fâcher avec d'autres. Regardez, dans ma famille politique, je trouve qu'Aurélien Pradier, qui est aussi un élu national, mais qui est élu régional, c'est un élu qui fait bouger les lignes. Ouais, il faut tenir bon. C'est son dernier ouvrage. Allez, on continue un petit peu pour mieux vous connaître, parce que certains ne vous connaissent pas quand même. Allez, Renaud. Quel tort. Oui, justement, maintenant on va mieux vous connaître. Réponse parce que, on le voit, les séquences politiques sont de plus en plus violentes en ce moment. Il s'est passé quelque chose d'unique il y a quelques années dans votre département. C'est un maire de gauche qui a transmis les clés de sa mairie à un maire de droite. Oui. Et c'est unique en France, me semble-t-il. Mais de quelle personnalité de gauche vous sentez le plus proche, ou en tout cas avec qui vous avez des échanges et avec qui il y a du respect? Parce qu'on sent que la politique est de plus en plus violente. Oui, c'est dommage. Alors, vous parlez d'un maire de gauche qui s'appelait Manuel Valls, pour un maire de droite qui est Stéphane Baudet. Manuel Valls fait partie des figures que je trouve évidemment très intéressantes. Dans l'histoire, il y en a plein. Jaurès, par exemple, Mendès France, et sur une période plus récente, comme élu de gauche, Carole Delga, même si ça fait partie des élus que j'aime bien écouter, avec qui j'échange, trop rarement peut-être.
votre collègue de l'Occitanie. Oui. Claire. Ouais, c'est drôle que vous parliez d'Aurélien Pradier parce que je l'avais en tête aussi dans la question que je voulais vous poser sur les personnalités de droite préférées. Mais du coup, je vais peut-être m'orienter vers une question plus historique. Est-ce que vous avez un personnage historique qui vous a marqué? Est-ce que c'est Napoléon qui est au cinéma en ce moment? De Gaulle, C'est forcément. De Gaulle. Et de droite aussi. Oui, de Donc. Gaulle forcément, parce qu'il est... Enfin, moi, je ne viens pas d'une famille politique. Oui, vos on parents ne étaient pas du parlait tout, jamais politique ouais. à la maison. J'ai le souvenir d'un livre sur De Gaulle, plutôt papa, un livre sur Simone Veil, plutôt maman. Mais voilà, De Gaulle, moi je suis né juste quelques mois après sa disparition. Je me suis engagé au RPR pour Chirac. Ouais. J'ai été amené très rapidement à découvrir cet univers. À un moment, on parlait plus vraiment de gaullisme, mais c'est évidemment une référence parce qu'il y avait le sens de l'État, de l'intérêt général, quelque chose qu'on a peut-être perdu un peu au fil des ans. Et pour moi, c'est une référence, évidemment. Merci. Et parmi les personnalités de droite aujourd'hui, à part Pradier, vous voyez, vous parliez de De Gaulle, j'avais envie de citer évidemment Philippe Séguin qui... Et dans les personnalités de droite, vous savez que j'ai beaucoup d'affection et de respect pour Xavier Bertrand. Oui, que vous avez soutenu effectivement pour la campagne présidentielle avant que ce soit Valérie Pécresse qui était choisie pour les primaires de droite. Fabrice, allez, on termine le questionnaire de Proust avec votre question classique. Oui, absolument, c'est une question classique, c'est votre loi emblématique. Loi emblématique dans le... je peux en donner deux. La loi de 1901 sur les associations, qui qui aujourd'hui construit nos vies locales. Et puis, il y en a une qui la loi d'abolition de la peine de mort. Voilà. À un moment, j'ai été très marqué gamin par la lecture de Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je trouve qu'il fallait avoir le courage de porter cette loi, y compris lorsqu'on était à gauche. Il fallait du courage pour la voter, particulièrement lorsqu'on était à droite. Chirac fait partie de cela. Ouais. Et à un moment où dans notre pays encore on doute sur cette question, je crois que ça fait partie des grandes lois de la République dont on doit être fier. Merci pour toutes ces réponses du questionnaire de Proust. Deuxième figure imposée ici, c'est la question cash. Et c'est encore... c'est vous, Renaud, qui vous lancez sur la question cash. Allez-y. Alors, on connaît très souvent son maire, on connaît très souvent son député, et on connaît beaucoup moins son président de conseil départemental. Alors, ma question, c'est la suivante, c'est à quoi sert le conseil départemental et comment se fait-il que vos fonctions, ou même votre personne, pas vous personnellement, mais en tout cas la fonction de président de conseil départemental soit aussi peu connue des citoyens? Alors d'abord, elle est moins connue sans doute en Ile-de-France qu'en province. Ensuite, elle est sans doute moins connue parce que les compétences sont un peu moins proches, mais j'y reviendrai. Mais c'est surtout lié à notre mode d'élection. Vous savez que je suis élu comme mes autres collègues, 41 autres collègues, sur un canton, 60 000 habitants, alors que je suis à la tête d'un département d'1 300 000 habitants. Et c'est ce qui me différencie du maire, qui est évidemment élu à l'échelle d'un territoire communal, ou de la présidente de région en Ile-de-France, qui est élu également par tous les... qui est tête de liste et qui est élu par tous les franciliens. Donc je crois que c'est une différence fondamentale. Après, les compétences... Elles semblent plus éloignées, alors même qu'elles concernent aussi directement la vie quotidienne de nos concitoyens que le rôle d'une mairie. C'est vrai que lorsqu'on se lève, on ouvre le robinet, c'est l'eau qui coule, c'est la compétence de la ville. Mais très rapidement, lorsqu'on sort, on emprunte une route départementale, on va fréquenter un collège. Lorsqu'on a un heureux événement, la naissance, le carnet de santé, c'est le département. Donc énormément de compétences sociales, du premier cri au dernier souffle. Personnes âgées, personnes handicapées, personnes fragiles, RSA, les collèges que j'ai cités, puis aussi des compétences dans le domaine de la culture, du sport. Et lorsqu'on a la chance d'être à la tête d'un département comme l'Essonne, on a aussi quelques spécialités comme l'enseignement supérieur, la recherche, compte tenu de la présence de Saclay sur le territoire. Comment se fait-il que ces compétences ne soient finalement pas très connues? Parce qu'en 2020, vous éditiez un sondage qui a été produit par l'Institut Harris, juste après le Covid, et il y a un chiffre qui sort, c'est que 21% des Français attribuent la responsabilité du RSA au département contre 46% qui pensent que c'est l'État. Parce que le RSA, c'est une politique nationale. Le RSA, il est versé dans les mêmes conditions partout dans le pays. Donc c'est pas non plus totalement étonnant que nos concitoyens, par réflexe, se disent que c'est plutôt porté par l'État. La difficulté tient sans doute à la complexité quand même de nos structures
institutionnelle. Ville, intercommunalité aujourd'hui, département, région, État. Il y en a trop. Et Il y en a trop, c'est toujours ce qu'on dit pour le département. Moi, je Est-ce la pense que- strate de trop? alors, je ne crois absolument pas, et moi, sincèrement, je ne l'entends jamais. Après, je pense que le sujet, plutôt que de réduire le nombre de strates, c'est surtout de simplifier et de clarifier les compétences. Aujourd'hui, il y a trop de compétences mélangées, et y compris pour moi, en tant que président de département, passer mon temps à négocier avec d'autres les financements, les accords politiques, je trouve que c'est absolument pas efficient. Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer, plutôt que de décentraliser des compétences et les chevaucher, essayer de les clarifier entre les niveaux de collectivité? Je pense que c'est quelque chose qui permettrait d'être plus lisible pour le concitoyen et d'être plus efficace pour les finances publiques. Et pas de les réduire, comme ça a été le cas pour les régions, par exemple. On aurait pu imaginer, vous savez, Michel Debré, qui était le premier ministre de la Ve République, avait imaginé la France des 50 départements. Je trouve que l'idée était intéressante. Coupé en deux, comme ouais. Oui, non, mais le Berry à la place de l'Indre et du Cher, les deux Savoies ensemble, l'Alsace l'a déjà fait. Et qu'on ait des départements d'1 million d'habitants, c'est quelque chose qui... voilà, mais après, est-ce qu'aujourd'hui, nos concitoyens nous interrogent là-dessus? Pas du tout. Est-ce que ça correspond même à la culture, à l'identité du pays? Je ne crois pas non plus. Donc, C'est pas une nécessité, quoi. je pense franchement qu'on peut vraiment améliorer les choses en clarifiant les compétences. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, les villes gèrent les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Les départements, les collèges, les régions, les lycées. Et l'université. Voilà. Est-ce que demain, alors qu'on a les mêmes équipes techniques pour maintenir les bâtiments, pour assurer la restauration scolaire, il n'y a pas un seul niveau de collectivité, je pense que c'est plutôt le département, qui pourrait gérer les collèges et les lycées? Et qu'on confie à la région les missions qui sont liées vraiment à l'attractivité, au dynamisme, au développement économique, et peut-être certaines compétences du département qui pourraient être transférées à la région. Mais voilà, ce sont des débats qu'il faut mettre sur la table pour, si on veut, renforcer encore une fois l'efficacité de l'activité, enfin des politiques publiques et améliorer la lisibilité pour nos concitoyens. Ah, La bon. difficulté, c'est l'enchevêtrement, Oui. c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Alors, les compétences, on va en reparler d'ailleurs, notamment sur la mobilité, c'est l'un de vos chevals de bataille. Parlons quand même, parce que Renaud parlait justement de cette faible visibilité, médiatisation. C'est vrai que le département est comme la strate la moins connue. Elle est aussi la strate la moins exposée, finalement, en termes de violence contre les élus. On en parle beaucoup en ce moment. Ou pas? Oui, alors, enfin, franchement, quand vous dites la moins visible, moi, il y a énormément de départements en province où je sens un attachement viscéral au département, où on affiche les couleurs du département. Et je me souviens, je faisais partie de ces jeunes élus qui avaient porté l'idée que les départements devaient rester sur les plaques d'immatriculation. J'ai Et on connaît l'impression moins qu'aujourd'hui... les présidents de conseils Voilà, généraux, oui, bien sûr, voilà. Mais, conseils départementaux. mais maintenant. l'identité, voilà. L'identité, Voilà, c'est ça. Après, Moins visible. vous m'interrogez sur la violence. Oui. Est-ce qu'elle vous affecte parle des- également en tant que... Non, mais alors, que clairement, président de conseil, je suis élu départementaux. municipal également, hein, donc, mais c'est vrai qu'on est moins à portée de baffe Voilà, c'est ça. qu'un maire, et on est moins médiatisé qu'un président de région. Donc, évidemment, on rencontre nos concitoyens, mais on a un rapport qui est peut-être moins direct. Ça dépend aussi des tempéraments. Moi, j'adore aller sur le terrain. J'ai encore fait du porte-à-porte il y a 2 jours dans ma commune parce que voilà, j'estime qu'on ne peut pas faire correctement son boulot si on n'a pas ce contact en dehors des manifestations et des moments un peu organisés au cours desquels on peut rencontrer ses concitoyens. Mais vous n'êtes pas menacé de décapitation comme ça a été le cas de la maire de Romans-sur-Isère. Il n'y a pas ce genre de violence et ce genre de... On parle beaucoup. Oui, dont on menace, parle ouais. beaucoup aujourd'hui. Je voudrais avoir une pensée pour elle et pour tous les élus qui sont agressés, parce que c'est vrai, la violence, on l'a sur les réseaux sociaux. Oui. Déjà, et c'est vrai que je m'abstiens souvent de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, parce que des fois, on pourrait être pas blessé forcément, écœuré peut-être par cette violence gratuite qui nuit, je pense, à la qualité du débat public. Et vous Et êtes on a touché, besoin du démocratie. Bien sûr, je ouais. suis comme tous les élus. J'ai moi-même été victime de violences verbales, mais globalement, enfin, la violence, elle est aussi parfois liée à des situations qui sont désespérées et à une difficulté à exprimer des colères. Et le fait de l'exprimer, je l'excuse évidemment pas, de l'exprimer physiquement ou par des mots violents, traduit parfois une difficulté à exprimer de façon posée des problèmes qui sont réels.
Alors, revenons sur vos compétences. On parlait de mobilité. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour savoir comment peut agir le conseil départemental. Mais avant d'en parler, je vous propose de regarder ce sujet qui nous vient de TV Tour. C'était il y a un mois où Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, était allé lancer le RER métropolitain. Regardez. L'étoile métropolitaine est prête à naître. C'est le message martelé par les élus locaux et entités concernées à l'attention de Christophe Béchu. Une demi-heure d'exposé façon grand oral a été déroulée afin de souligner la pertinence d'un réseau RER tourangeau. Point fort mis en avant, les infrastructures existent déjà, notamment l'étoile ferroviaire à 8 branches, et le travail de réflexion est bien entamé. Une démonstration qui a débouché sur une promesse du ministre. Que vous avez à minima gagné un avocat pour plaider la cause du projet de service express régional métropolitain sur ce territoire tourangeau au moment des arbitrages auxquels je participerai. La métropole a su démontrer sa capacité à travailler en dehors de toute couleur politique afin de porter le projet. Son président ressort conforté de cette rencontre. Je ne peux pas imaginer que ça ne réussisse pas. Et puis, il faut quand même noter que la région était à nos côtés. Parce que nous sommes autorité des transports sur la métropole, mais en dehors de la métropole, c'est la région. Ben oui, monsieur le président François était là, et je n'ai pas entendu un son négatif. Donc, il n'y a pas eu de son négatif. Donc, on doit réussir. Un projet quasiment clé en main, des élus investis. Le ministre de la Transition écologique se fera donc l'avocat de la ville de Tours lors de la sélection des lauréats. Quand j'ai un territoire qui dit on y croit, qu'on habite à la campagne ou en ville, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, on a un projet sur lequel ça vaut le coup de se mobiliser, on est prêt à financer les 2/3, parce que c'est quand même ça l'équation globale telle qu'elle est présentée. Là, je constate qu'on a un degré de maturité, d'engagement et une qualité de projet qui est assez unique. Si le projet semble sur les rails, rien n'est encore acté. Il manque le feu vert de l'État. La loi doit être votée courant du mois de novembre et la liste des territoires sélectionnés ne sera dévoilée que dans les 6 prochains mois. Voilà, et je crois qu'il y a encore un peu d'attente concernant le tranchage, comme on disait. Sur tous les territoires. Et sur tous les territoires, voilà. Alors, on vient de voir des trains express. Vous, votre spécialité, c'est plutôt les cars express. Allez, Renaud, vous allez en parler, vous connaissez bien. Vous avez signé, là, ce jour-ci, avec Valérie Pécresse, un accord pour développer des lignes entre villes qui ne sont pas desservies par les trains. Pourquoi vous avez fait ce choix des bus express, alors ? Alors, des cars express, j'y tiens. Des cars. Parce que les cars, à la différence des bus, il y a un niveau de confort. On a l'assurance d'avoir une place assise, d'avoir la Wi-Fi, d'avoir un éclairage, et donc derrière, de pouvoir travailler, de pouvoir lire, de pouvoir se divertir dans ce mode de transport. Pourquoi je l'ai proposé ? Tout simplement parce que on ne pourra pas relier toutes les villes françaises avec des RER. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, Pécresse, c'est le RER de ceux qui n'en ont pas, oui. Oui, c'est évidemment le même projet que le RER, avec une cadence, avec une qualité de service, une fiabilité, j'espère, supérieure, parce que les RER ne fonctionnent pas toujours bien, et pour de bonnes raisons techniques, mais j'espère supérieure. Mais concrètement, il faut offrir une solution de transport public à ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que la voiture. C'est vrai évidemment en province, c'est vrai également en Île-de-France. 80% des habitants continuent à se déplacer en voiture. En France, c'est 3 300 000 personnes qui tous les jours font plus de 50 km aller-retour pour se rendre à leur travail. Les cars express, c'est l'idée de relier la métropole à la périphérie, ou l'inverse, de le faire très rapidement parce que les routes existent déjà. Il suffit d'acheter des cars pour faire cette nouvelle offre de service. Enfin, les routes, elles sont complètement embouteillées, alors que les RER ne le sont quand même pas. C'est pas le même. Alors, en Île-de-France, ils le sont aussi, mais c'est vrai que les routes peuvent être embouteillées, mais pas sur la totalité de l'itinéraire. L'étude que j'ai faite en Île-de-France, qui, à mon avis, se reproduit en province, c'est qu'il y a à peu près 10% des itinéraires sur lesquels il y a besoin de faire des voies réservées pour pour permettre aux cars d'aller plus vite que les voitures. Mais encore une fois, c'est une solution rapide à mettre en œuvre parce que les routes existent et c'est une solution qui permet très rapidement aussi d'avoir un effet de baisse des gaz à effet de serre. Parce que lorsqu'on passe d'une voiture à un car, on réduit de 80% les gaz à effet de serre et réduire le coût de la mobilité. Parce que pour les usagers dont je parle aujourd'hui, c'est 500 € par mois pour remplir et les gilets jaunes sont partis de là. Et si demain on arrive à basculer une partie de ces automobilistes vers les cars express, on arrive à diviser jusqu'à 10
le coût de la mobilité. Donc on recrée du pouvoir d'achat très rapidement. Ce sera des cars électriques ou des cars à carburant? Alors, ils seront sans doute électriques dans les années qui viennent. Aujourd'hui, la solution n'existe pas et ce sont des cars biogaz. Vous les prendrez, ces cars express? Oui, alors je les ai utilisés d'abord dans le cadre du rapport que j'ai remis et j'espère pouvoir les utiliser. Il se trouve qu'il y a un car express qui est prévu pas très loin de chez moi. En tout cas, l'objectif est ambitieux. 100 lignes prévues en 2030 Oui. pour l'ensemble du territoire ou Île-de-France 45 Île-de-France et ensemble du territoire. Non, alors, pour l'Île-de-France, effectivement, une centaine de lignes que j'ai indiquées. Le plan qui a été présenté par Valérie Pécresse hier vise 54 lignes dans les 4 ans qui viennent. Ouais. Je pense qu'on aura la faculté de créer une centaine de lignes. Et si je me projette à l'échelle nationale, parce que ce qui est intéressant, c'est que le rapport que j'ai remis a permis de faire évoluer les mentalités sur d'autres métropoles. J'ai vu rencontrer Martine Varcel à Marseille, Jean-Luc Moudinque à Toulouse, Serge Grouard à Orléans. Et tout le monde a envie de se saisir de cet objet-là. Le ministre lui-même va annoncer à la fin du mois de janvier un plan car express. Et j'espère que dans ce cadre de ce plan, on pourra créer à peu près 1000 lignes à travers la France dans les années qui viennent et donc changer la vie de centaines de milliers de Français très rapidement. Une idée qui vient du local et qui s'extrapole au national. Ça tombe bien, vous êtes sur Extra Local et on va passer à notre partie Extra, la première. Et comme d'habitude, on va faire un petit tour des régions avec Roselyne Paget sur l'actualité des régions et de la semaine. Regardez. C'est une interminable décrue. Voilà 15 jours que cette habitante de la Caloterie chausse ses cuissardes pour retrouver sa propriété, engloutie par les eaux. Des dégâts déjà estimés par son assureur. Et là, on serait à 22% d'humidité. Donc là, il va falloir faire un travail sur toute la maison pour enlever toute cette humidité. Ça, c'est couvert par l'assurance ? Normalement, oui. D'autres n'ont pas encore eu la chance de voir passer un expert, les conditions de sécurité n'étant pas totalement réunies. En attendant, il faut combattre l'humidité, coûte que coûte. J'ai fait fonctionner le foyer appelé et j'ai mis le chauffage central. Et bon, bien sûr, tout ça, ça va nous coûter parce que on chauffe les petits oiseaux là. Hein. Cette semaine, les opérations de pompage se sont poursuivies, mais de nouvelles pluies devaient ralentir le retour à la normale. Inondations, canicules, sécheresses, des épisodes climatiques extrêmes évoqués par Jean Jouzel à Brest lors de la tournée du climat. On a un réchauffement de près de 2 degrés, disons un peu plus d'1,5 degré. Il y a des conséquences également sur les événements extrêmes. Des questions se posent par rapport à l'élévation du niveau de la mer, de 50 cm supplémentaires d'ici la fin du siècle, voire plus si le réchauffement n'était pas vraiment maîtrisé. Marina, 45 ans, Gujan-Mestras, en Gironde. Des prénoms de victimes énumérés par les associations. En 2023, elles sont 121 à avoir perdu la vie sous les coups de leurs conjoints. C'est en leur mémoire que les manifestants sont venus dénoncer les violences conjugales dans le centre de Bordeaux. Il n'est absolument plus admissible que cela passe pour des faits divers dans les médias. C'est vraiment une grosse problématique et nous on demande aujourd'hui des moyens, 3 milliards qu'on nous a promis et qu'on ne nous donne pas. Et voilà, aujourd'hui on a des revendications qu'on veut crier dans la rue pour nous entendre et nous écouter. Écouter et voir. À Blois, happening artistique pour la bonne cause, avec ses mains ensanglantées, apposées sur des vêtements emplâtrés pour dire l'intolérable. Je comprends pas. C'est une femme, on lui tape dessus parce qu'elle s'en va ? Et la liberté, vous en faites quoi les gars ? L'humanité, vous en faites quoi, tout simplement? J'ai honte pour vous tous. Quand la patate augmente, difficile d'avoir la frite. Plus 23% sur un an, une flambée des prix dont les ménages se seraient bien passés. En temps normal, on tourne les pommes de terre, on les vend 1,50 € le kilo. Et là, on est à 1,80 €. La faute à une mauvaise récolte et à l'explosion des prix énergétiques. C'est devenu un produit de luxe et en plus, elles ne sont pas de bonne qualité. En moyenne, chaque Français consomme 50 kilos de pommes de terre par an.
Voilà, le territoire hebdo de Roselyne Pagès. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous inspire davantage, sur lequel vous souhaiteriez réagir, Monsieur le Président? Sur les 3? Ah bah sur les Alors, 3, les 3 sont... Non, sur les 3 sont inspirants. Le premier peut-être sur les inondations. Oui. Vous en avez eu chez vous? J'en ai eu en 2016 et en 2018, oui, de la Seine. C'est sans doute ce qu'il y a de pire pour des habitants, parce qu'on ne peut rien faire. On voit l'eau monter de façon inexorable, avec des conséquences très dures. Donc j'imagine que ça représente aujourd'hui pour les Français qui sont confrontés aux inondations. Je le sais également en tant que président de département, parce que les départements ont la compétence sur les pompiers. Et d'ailleurs, il y a des pompiers estoniens qui sont aujourd'hui dans le Pas-de-Calais pour prêter renfort à leurs collègues. Et derrière, c'est la conséquence concrète de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Et donc, je comprends à la fois l'angoisse de nos concitoyens, mais la nécessité impérieuse pour les élus d'apporter des réponses. Donc, une réaction sur les inondations, rien sur les violences faites aux femmes et sur la patate qui flambe. Si, bien sûr. Je peux les violences faites aux femmes, je suis également à la tête d'un département où malheureusement il y a de la violence. Et d'ailleurs, lorsque j'échange avec les magistrats sur le sujet, ils me disent régulièrement que la violence s'exprime aussi parfois parce qu'il y a des conditions de vie difficiles. On renvoie au temps de transport, famille monoparentale. Alors, lorsque c'est violence faite aux femmes, c'est souvent des couples, mais la violence d'une façon générale. Et le département agit aux côtés de l'État pour essayer de limiter ces violences. On fournit des téléphones grave danger, on met des femmes à l'abri, évidemment. Alors, votre choix portait sur les inondations, votre premier choix. On va parler un peu de climat, d'ailleurs, à ce sujet, puisque c'est l'ouverture de la COP28, comme vous le savez, à Dubaï. Et je vous propose de regarder ce sondage Odoxa qui vient de sortir. Et les Français ne sont pas très optimistes sur cette COP28 qui concerne le changement climatique. 8 sur 10 pensent que la COP ne parviendra pas à atteindre ses objectifs, grosso modo. Ils pensent que ça ne sert à rien. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? François Gemène, qui est un politologue, écologue, qui donnait une interview ce matin dans Les Échos, rappelait l'objectif de ces COP. C'est pas forcément de prendre des décisions, c'est de permettre à des personnes d'éveiller une conscience mondiale et de permettre à des personnes qui derrière peuvent prendre des décisions d'avoir une culture commune. Alors c'est vrai que lorsqu'on est loin, lorsqu'on est citoyen, on peut se dire que ça ne sert à rien. Moi je crois profondément à la capacité collective. Et d'ailleurs si on n'y croit pas, on arrête et on se dit après nous le déluge. Ce n'est pas tout simplement pas possible. Il faut bien qu'on trouve les mécanismes permettant de réussir cette grande transition écologique. C'est un des plus grands défis du siècle. Et le rôle des élus, c'est pas de se cacher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions, on parle beaucoup, il y a beaucoup d'éveils quand même en cours depuis des années maintenant, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose. C'est ce que dit François Gemène, qui est au GIEC et qui dit que depuis que les rapports existent, il ne se passe pas grand-chose. C'est le cas en France qui dit aussi que pour la première fois, les investissements portent davantage sur les énergies renouvelables plutôt que sur les énergies fossiles. Alors évidemment, ça ne va pas assez vite. Évidemment, il faut énormément d'argent pour réussir la transition écologique. Et d'ailleurs, ça renvoie à d'autres sujets politiques. Je trouve que, sur les grands sujets du siècle, moi j'ai le sentiment des fois que la vie politique est un peu à côté de ses pompes, si vous me permettez l'expression. C'est quoi les grands sujets? C'est ça, c'est la question de notre rapport au robot, à la mécanique, à la machine, comment le travail demain va fonctionner, nos rapports aux autres, la question de la démographie, la question de l'immigration. Et c'est sur ces trois grandes thématiques, ces trois grandes transitions, aujourd'hui les politiques n'en parlent pas. Or, il faut, pour réussir ces trois grandes transitions, si on veut que la France continue à être une puissance, si on veut que les Français vivent correctement, il faut qu'on se retrousse les manches. Il faut qu'on crée de la richesse pour pouvoir investir massivement et réussir les grandes transitions, et notamment la transition écologique. La COP, on l'a bien compris, François Duvauvray, n'est pas un lieu de décision, mais qui doit prendre les décisions? Vous savez que ce sentiment d'impuissance de chacune et chacun des Français, ce qui contribue d'ailleurs à cette éco-anxiété, les gens se disent, mais qui prend la décision alors? Mais tout le monde doit prendre des décisions. Moi, en tant que citoyen, en tant que sénateur... Mais non, mais moi, j'observe quand même des changements, y compris, notamment chez les jeunes générations. Lorsqu'on met en place un plan de lutte contre le gaspillage dans les collèges de mon département, sur les cantines, on voit bien que les gamins s'inscrivent complètement dans cette démarche-là, qu'on consomme moins de viande, qu'on a moins de gaspillage. On voit très bien qu'aujourd'hui, le tri, heureusement, il y a encore plein d'efforts à faire, mais que ça progresse. Donc les décisions, elles dépendent d'abord des citoyens et des consommateurs. Les décisions, elles dépendent de nous. Lorsque je prends la décision de créer la prime écologie pour accompagner les Essoniens dans leurs travaux de rénovation énergétique et que je rajoute de l'argent
aux côtés de l'État pour réduire le reste à charge et que je vois que du coup on fait 2 fois plus de travaux dans mon département que dans les départements voisins, je me dis que c'est utile, que la décision qui a été prise, elle a été utile. Et puis évidemment à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, parce que nos concitoyens ont compris que le climat se moquait des frontières et qu'il fallait aller tous dans le même sens sur ces sujets. Mais vous le savez peut-être, je suis président d'une association qui aide au développement des transports publics dans les pays en voie de développement. Je me dis des fois, et c'est politiquement incorrect, mais qu'il faut avoir le courage de dire à nos concitoyens, il vaut mieux investir 1 euro pour améliorer les transports publics dans ces pays-là qu'1 euro chez nous, même si c'est très compliqué. Mais l'euro investi là-bas, il va permettre tout simplement de changer complètement de système et de passer d'une solution très carbonée à une solution qui sera moins carbonée. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, le carbone, où qu'il soit émis, il a les mêmes conséquences sur la planète. Vous n'avez pas le sentiment que la COP28 organisée à Dubaï, c'est une forme de pied de nez, c'est un peu comme le syndicat des bouchers, prenait la tête, si vous voulez, d'une association végane? Sauf que l'Arabie Saoudite Par un pétrolier en plus. Oui, mais sauf que ce pays existe et que si on n'arrive pas à embarquer... On voyait Jean Jouzel à l'écran, c'est un Estonien. Valérie Masson-Delmotte, qui était également au GIEC, est une Estonienne. Valérie Masson-Delmotte m'a dit un jour quelque chose de très juste. Elle m'a dit « On réussira la transition écologique le jour où les Américains et les Indiens feront leur révolution culturelle. » Elle m'a dit « Les Chinois, c'est en train de se faire. Le sujet, c'est en Inde et en Amérique. » Donc, il faut qu'on parle avec ces pays-là, y compris avec l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite n'évolue pas, est-ce que vous pensez qu'on réussira? Non. J'ai le sentiment qu'en Europe, on a une conscience plus grande de ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est à la pointe qu'on doit être fataliste et qu'on doit céder à l'éco-anxiété. Oui, parce que des fois, il y a la tentation de sortir du monde et de se dire on fait plus d'enfants, il n'y a plus rien. Mais enfin, vous vous rendez compte? Pour les jeunes générations, c'est terrible. Il faut qu'on soit capable, au contraire, de dire que je ne veux pas dire que le réchauffement est une chance, mais que c'est la grande transformation et qu'on va vivre davantage en harmonie avec le reste du vivant. Je trouve que c'est un super projet de se dire que demain, on traite mieux la nature qu'on ne l'a traitée au cours des 2 derniers siècles. Oui, mais la question, c'est ce que tu disais, Fabrice, c'est effectivement, est-ce que c'est pas à un moment donné les politiques qui doivent prendre de vraies décisions plutôt que ce que vous racontiez, qui était plutôt la société civile et des gens qui se... Oui, enfin, j'espère tenir un discours qui est un discours justement qui amène en disant... c'est un très beau projet que de dire demain on vit davantage en harmonie avec la nature. Pendant 200 ans, on a vécu en piétinant la nature, sans se rendre compte qu'on lui faisait du mal. Se dire demain qu'avec le reste du vivant, je trouve que le rapport qu'on a avec nos forêts évolue. Et c'est très bien, on prend davantage de respect. Pareil sur le reste du vivant, je pense notamment à la faune, le rapport aux animaux, le bien-être animal sont des choses qui aujourd'hui progressent dans nos sociétés. Sans doute pas assez, mais le rôle des politiques, c'est de porter un discours positif. Est-ce qu'il y a, parce que c'est l'une des questions, est-ce que ça va assez vite? Est-ce qu'il y a urgence? Oui, ça va pas assez vite, il y a urgence, et je pense qu'aujourd'hui les mentalités sont prêtes. Le sujet principal, c'est les moyens qu'on y consacre. Et pour avoir des moyens sur la transition énergétique, il ne faut pas un pays en déclin. Le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui on est un pays en déclin. Moi, je n'ai pas été élu pour accompagner le déclin du pays. Tout en étant un pays des plus riches. Oui, bien sûr. Un pays plus riche, et quand je dis un pays plus riche, c'est d'ailleurs un désaccord que j'ai avec les écologistes, c'est pas un pays qui émet davantage de gaz à effet de serre. La richesse, elle doit être orientée sur le bien-être, sur la transition écologique, sur l'éducation, la santé. Ce sont des belles frontières qu'on a devant nous. Et qu'on soit capable de dire à nos concitoyens, voilà dans 20 ans, dans 30 ans, où on vous amène. C'est ça le rôle des politiques. Et moi, j'attends un discours de cette nature. Il n'y a pas un paradoxe d'un côté avec... on n'entend pas d'écologie punitive. Or, le GIEC dit on n'a plus que 3 ans devant nous. Pour le Covid, les politiques ont pris des décisions très rapides. On a mis le pays sous cloche de façon quasi automatique. Est-ce qu'il n'y aurait pas là besoin de pouvoir peut-être adopter des mesures beaucoup plus restrictives et coercitives sur l'écologie et l'environnement? Sauf qu'on n'y arrivera pas si ce n'est pas socialement et démocratiquement accepté. Donc c'est vrai qu'il y a une course contre la montre, mais vous voyez que lorsqu'on prend de mauvaises décisions ou des décisions trop rapides, ça a été le cas de la hausse des taxes et des gilets jaunes, du coup on perd 10 ans, 10-15 ans. Donc il faut trouver la méthode permettant ces transitions sans qu'elles ne bouleversent totalement la vie de nos concitoyens qui ont d'autres contraintes, notamment de pouvoir d'achat, on l'a vu. Ça a marché pour le Covid. Pommes de terre. Ça a marché pour le Covid. Mais par la contrainte, ce n'est pas... ça a marché. Voilà.
Et d'ailleurs, enfin, la contrainte peut nous permettre, regardez sur le tabac, ça a permis de faire évoluer les comportements. Donc la contrainte peut être un outil permettant d'accélérer des transitions. Mais il faut, sur des sujets comme cela, quand même réussir à trouver une voie qui soit désirable pour nos concitoyens. Parce que sinon, le risque, c'est après moi le déluge. Alors, dans le reste de l'actualité, d'un mot, l'examen du projet de loi immigration actuellement par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, et c'est un petit peu chaotique, n'est-ce pas Renaud, vous en parliez tout à l'heure, un peu en introduction, avec ce député de LFI qui a quand même... on voit de plus en plus, effectivement, de violence, on en parlait tout à l'heure, voilà, de violence entre élus. On a vu le sujet tout à l'heure également de violence également faite à l'égard des femmes. Est-ce que vous craignez, vous, justement, cette augmentation de violence, on en parlait, contre les élus, entre les élus c'est quoi quel est le problème alors? C'est l'augmentation. Est-ce qu'on focalise sur le fond, sur le politique bien sûr. Oui, sur le fond. Alors, sur la violence, je pense malheureusement qu'elle est liée à un dérèglement de notre fonctionnement démocratique. On est violent, je ne le suis pas et je condamne évidemment toute forme de violence. Mais les personnes qui expriment des formes de violence le font parce qu'ils considèrent que c'est la meilleure façon d'obtenir gain de cause sur leur cause, justement. Gérald Darmanin a parlé de guerre civile évitée là, pour la semaine dernière. Mais il a sans doute raison. Donc, il dit voilà, et quand Gérard Collomb s'était exprimé sur le perron de Beauvau, il avait sans doute raison. Et il faut qu'on trouve les moyens d'une désescalade, parce que cette violence, effectivement, montre tout simplement pourquoi. La violence, c'est parce qu'on ne croit plus dans la capacité de la démocratie à trouver un chemin, une voie raisonnable. Et ça, et les élus montrent souvent le mauvais exemple. Alors justement, est-ce qu'ils sont à la hauteur, ces élus? Je pense avoir répondu à votre question, malheureusement pas toujours. Parce que lorsqu'on fait un bras d'honneur à l'Assemblée nationale ou lorsqu'on a des propos extrêmement violents, effectivement, je ne pense pas que ce soit un bon exemple pour nos concitoyens. Et je pense qu'on a des difficultés à expliquer derrière que la loi, elle se respecte, que l'uniforme se respecte. Mais moi, j'ai le plus profond respect pour tous ceux qui représentent les forces de l'ordre et qui portent l'uniforme. Et j'estime, en tant qu'élu, que mon devoir premier, c'est de dire à nos concitoyens qu'ils doivent respecter. Que pensez-vous de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, sous condition, désormais? Alors, j'y suis a priori défavorable, pour la simple et bonne raison que nous avons encore 7% de chômage. Ce n'est pas le plein d'emploi. Que je suis responsable du RSA dans mon département, que j'ai 30 000 bénéficiaires du RSA en Essonne, que ma priorité, c'est de permettre à ces bénéficiaires du RSA qui n'y sont vraiment pas par choix, pour l'essentiel, de retrouver le chemin d'un emploi. Ce qui veut dire de la formation, ce qui veut dire aussi, de la part des entreprises, d'avoir un regard différent. Je vous ai demandé tout à l'heure de choisir parmi les sujets vidéo de nos régions lequel vous marquez le plus. Je vais en faire autant pour les unes de la presse quotidienne régionale ici représentées. Regardez, le Télégramme propose cette semaine, c'était ce jeudi, je crois, la course du siècle concernant le premier tour du monde en solitaire sur les maxi-trimarans. Ça, c'est typiquement breton. Le Progrès, on en parlait tout à l'heure, titre sur le lion est mort, évidemment, après le décès de Gérard Collomb, c'était le 25 novembre. Et la une de 20 minutes, titre sur Movember. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Movember. Novembre bleu des hommes. Et la tête, les hommes qui n'ont pas la tête au psy. Ah bah oui, vous regardez. Mais vous savez ce que c'est, le Novembre bleu? Il faut porter la moustache. Oui, c'est de porter la moustache. Je ne l'ai pas porté au mois de novembre. Je ne l'ai pas coupé le 1er décembre. Pour sensibiliser sur les problèmes de santé masculins. Voilà. C'est moins connu que Octobre Rose. Exactement. Le Novembre bleu est moins connu. Est-ce qu'il y a une qui vous... Par facilité, je pourrais choisir évidemment Gérard Collomb et le lion est mort, mais... Même pas? Mais la tête au psy, je trouve que... c'est Renaud encore qui a la main alors. Oui, fou, alors. 20 minutes. Absolument. Vous avez entendu parler, c'est la 12e édition de ce Movember. C'est un mouvement qui vient de Grande-Bretagne. Est-ce qu'on en fait assez, justement, sur la prévention contre le cancer et ces cancers de la prostate ou des testicules, selon vous? Non, on ne fait pas suffisamment sur l'ensemble des préventions, quelles qu'elles soient, de toutes les maladies. Enfin, on voit très bien que c'est lié au vieillissement de la population, c'est lié peut-être aussi à une alimentation qui n'est pas suffisamment saine, mais on voit très bien que le cancer, notamment, fait partie de la vie de plus en plus de nos concitoyens, qu'heureusement, on en guérit de mieux en mieux, mais que la prévention est la clé pour éviter le maximum de ces maladies. Et d'ailleurs, les hommes vont souvent se faire prendre en charge beaucoup plus tard que les femmes. Oui. Oui, il y a des conduites addictives chez les hommes. Et je suis désolé, je fais un pas de côté, mais parce que ce que vous dites sur la santé est vrai chez les hommes qui sont beaucoup moins attentifs à leur santé. Qui font moins appel aux... Et vous savez ce qui m'a frappé la semaine dernière, j'ai inauguré un collège, c'est le désengagement des garçons
sur les sujets d'éducation. Je pense qu'on parle beaucoup des femmes, et c'est normal, dans leur place dans leur société. On parle beaucoup des violences faites aux femmes. On a un sujet également sur les hommes et leur désengagement vis-à-vis de la société d'une façon générale. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'on en parlera dans les années qui viennent. En tout cas, ici, il va y avoir un désengagement féminin, puisque Claire Stenlen nous quitte. Vous avez un vélo à prendre, c'est ça? Exactement, je vais prendre un car express. Un car express. Merci à vous. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. On va passer à notre rubrique Intra. Je suis désolée. Voilà, et avant cette plongée davantage dans les régions, je vous propose notre fil rouge de l'émission depuis le début de l'année. C'est Extra à tout prix, notre rubrique anti-inflation. Alors, on parlait tout à l'heure des mesures anti-gaspi. Voici le bonus réparation. C'est pour réparer. Un trou dans votre robe et vous la jetez à la poubelle, c'est ce que veut éviter le gouvernement en lançant le dispositif bonus réparation. Il s'agit d'une réduction allant de 6 à 25 € pour les clients qui souhaitent faire réparer leurs chaussures ou vêtements. Mais pour en bénéficier, il faut se rendre chez un commerçant labellisé par le dispositif. Or, tous n'ont pas souhaité en faire partie. On pense qu'on va passer beaucoup de temps entre recevoir le client, évaluer la tâche du travail à faire, on déduit au client. Nous, on fait une facture qu'on doit envoyer à l'État. Et on se fait rembourser, si j'ai bien compris, 2 mois après. Pour nous, ça ne vaut pas le coup. Car si pour les clients, la réduction est automatique, c'est aux commerçants d'effectuer la demande de remboursement. Des démarches administratives contraignantes qui freinent l'inscription de nombreux commerçants. En Bretagne, seuls 28 sont labellisés. À Brest, 3 noms apparaissent sur la carte, dont l'entreprise Zara. Cette grande enseigne est labellisée bonus réparation. Pourtant, elle récupère seulement les vêtements de sa marque et dans la plupart des cas, remplace la pièce au lieu de la réparer. Nos sollicitations pour une interview sont restées sans réponse. Cependant, à Brest, une cordonnerie défend le dispositif malgré les contraintes administratives. On pense qu'on va s'y retrouver, on va peut-être essayer d'attirer des nouveaux clients, faire reconnaître notre métier aussi un peu plus. Et puis, non, j'espère que ça sera payant pour tout le monde en fait. Et puis, vis-à-vis de nos clients aussi, ça nous fait plaisir du coup de faire un geste comme ça. Pour le moment, seuls 592 commerçants sont labellisés bonus réparation en France. Selon UFC Que Choisir, 700 000 tonnes de vêtements sont jetées chaque année. Voilà pour le bonus réparation reprisé. Les bas, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, François Dumoret? Oh, écoutez, ça va dans le bon sens, évidemment. Tout ce qui est recyclage au sens large du terme va dans le bon sens. Il y a des initiatives locales. Dans ma commune, on a notamment une ressourcerie qui marche du tonnerre. Et je pense que là aussi, la culture est en train de changer. Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire des primes de cette nature? J'en doute. Pas sûr. On fait un petit tour de table? Venant des régions, Renaud, je vous retends la main de nouveau, peut-être pour nous parler d'un sujet qui concerne plusieurs régions et pas seulement l'Île-de-France. Alors, ça concerne effectivement les enfants à la rue. À la rue, de plus en plus nombreux. En août dernier, l'UNICEF tirait une sonnette d'alarme, puisque l'organisation décrivait qu'il y avait 1990 enfants qui dormaient à la rue en France. Encore la semaine dernière, 400 enfants, rien qu'à Paris. Ce qui a poussé notamment la région justement à ouvrir 5 lycées sur Paris pour pouvoir les accueillir. Est-ce que c'est, selon vous, le rôle des collectivités territoriales de pouvoir intervenir sur ces sujets, alors ou pas? La loi est très claire, l'hébergement d'urgence relève de l'État. En revanche, la mise à l'abri des enfants, c'est le rôle des départements lorsqu'ils n'ont pas leurs parents ou lorsqu'ils sont très jeunes. Le département, le vôtre, dépense, comme tous les départements, une somme assez importante justement à l'accueil de ces enfants. Vous accueillez combien d'enfants dans votre département? Alors justement, par rapport à ces accueils d'enfants, notamment à l'ASE ou autres? Alors l'ASE, pour les téléspectateurs, il s'agit des anciens enfants de l'ADAS. Aujourd'hui, on dit la protection de l'enfance. C'est un budget de 220 millions d'euros et nous accueillons aujourd'hui 3700 enfants. Un chiffre malheureusement en hausse de 20% depuis le Covid. Il y a des mesures pour pouvoir éventuellement justement réduire ce nombre d'enfants, parce que là aussi la prévention contre ces problématiques, 3500 c'est énorme. Oui, non mais je pense, enfin à chaque fois que j'en parle à nos concitoyens, ils sont très surpris à la fois du nombre d'enfants placés, mais aussi
des sommes qui y sont consacrées. Et évidemment, il n'y a pas un des concitoyens qui considère que ces sommes sont mal utilisées. Et des fois, que je vois dans les médias des reportages disant les enfants se prostituent, etc., je dis d'abord, ce sont des enfants qui ont été cabossés, qu'on a repris. Et il y a plein de belles réussites. D'ailleurs, mercredi prochain, la ministre de la Protection de l'Enfance vient dans mon département pour remettre des diplômes aux enfants qui ont réussi grâce au soutien du conseil départemental. Et c'est à la fois un grand moment d'émotion et de fierté de voir ces parcours. Après, il y a effectivement des situations qui sont compliquées, mais souvent parce que les gamins ont été cabossés avant. Et la seule réponse pour moi, elle est dans la prévention des violences intrafamiliales, elle est dans l'éducation. Il faut qu'on réussisse à mieux travailler avec l'éducation nationale pour éviter les phénomènes qui conduisent à ces placements d'enfants. Parallèlement, l'aide à l'enfance est en crise en France. Oui. Elle vit une crise importante, notamment les acteurs, ceux qui font l'aide à l'enfance. Comment on sort de ça? Pour vous qui êtes à la tête d'un département, premier échelon conséquent de la solidarité. Sur le long terme, ce que je disais, la prévention. Sur le court terme, il n'y a malheureusement pas d'autre solution que les moyens. Moi, je tire mon chapeau. Et vous savez, c'est l'été dernier, je me suis rendu dans un moment qui était compliqué parce qu'on était en sureffectif d'enfants auprès de mes équipes. Et je me suis dit, mais comment font-ils, quoi? Comment font-ils? Parce qu'ils sont confrontés vraiment à des situations compliquées où les enfants hurlent, où on n'a pas vraiment de réponse. Et on prend en charge en plus des enfants qui relèvent soit du système de santé, de l'hôpital, soit de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire du ministère de la Justice. Et donc, quand vous disiez quelle solution à court terme, c'est déjà que l'État assume ses responsabilités pour nous dégager, nous les départements, et nous mettre sur nos propres missions. Mais sur ces missions-là, il faudra sans doute des moyens complémentaires pour recruter des éducateurs, pour avoir des crèches, des lieux d'hébergement. 20% de hausse, vous le disiez dans votre département. Qu'est-ce que ça dit de notre société, ça, justement? Qu'elle ne va pas très bien. Voilà. Mais plus que ça, parce que oui. Non, mais qu'elle va pas très bien, on voit que souvent la pauvreté et les phénomènes de violence sont liés à des déstructurations familiales. Moi, je vais pas défendre un modèle familial, c'est pas l'objet, et nos sociétés évoluent. Mais on voit très bien que les familles monoparentales ont plus de difficultés, notamment chez nous. Et c'est la réalité de notre société. Voilà. Et donc, il faut qu'on accompagne mieux ces personnes, notamment les femmes, qui souvent travaillent et ont la charge de leurs enfants à part. Malheureusement, travaillent souvent en horaire décalé. Donc c'est aussi la question. Vous voyez, dans mon département, je demande à ce que les personnels d'entretien, les femmes de ménage, travaillent aux horaires de bureau. Parce que lorsqu'on les fait travailler très tôt le matin, très tard le soir, elles n'ont pas de vie familiale. Et du coup, ça pose des difficultés. Et ça coûte rien d'organiser les choses de cette façon-là. Et je suis convaincu qu'on arrivera, par l'addition de l'ensemble de ces mesures, à changer de société. Et en attendant, il faut qu'on soit davantage en soutien. Alors vous parliez des enfants cabossés, il y a aussi les enfants handicapés, ça fait partie de l'une de vos compétences dans les départements. Parlons-en avec Fabrice sur le handicap. Il manque des places en collège pour ces enfants-là. Il manque des aides et des assistants éducatifs. Est-ce que là-dessus, l'articulation entre l'État et les départements fonctionne? Typiquement, c'est un sujet sur lequel il y a des marges de progrès énormes, qui dépendent aussi de moyens. Très concrètement, on a fait l'école inclusive et c'est bien, mais des fois, il y a des situations des enfants porteurs de handicap qui se trouvent en milieu ordinaire, comme on le dit, et qui viennent compliquer la vie de la classe et ça devient très difficile. Mais des fois, ces enfants sont là parce qu'il n'y a pas de solution en établissement adapté, et notamment dans les IME. C'est la responsabilité de l'État. Oui, excusez-moi, institut médico-éducatif. Et ces instituts, très concrètement là aussi, en Ile-de-France, il manque la moitié. Enfin, dans mon département, par exemple, c'est 4000 enfants qui, normalement, devraient bénéficier d'IME, que 2000 places offertes. Donc là, il y a un effort énorme à faire. On a quand même progressé depuis, j'ai envie de dire, peut-être les années Chirac, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a eu 2 grandes lois, d'ailleurs, voulues par Chirac, qui ont fait évoluer les mentalités, qui ont permis la création notamment de maisons départementales des personnes handicapées, qui font que le diagnostic est mieux fait, que la prise en charge est mieux assumée. Donc évidemment, il y a eu un progrès immense d'effectué dans nos sociétés au cours des 20 dernières années. Mais il y a encore quelques marches à franchir. x2, hein. x2 selon un rapport d'information qui a été rédigé la semaine dernière par 2 députés. C'est ce que je vous disais, oui. Ouais. Alors j'allais dire, Fabrice, vous avez la main, il a plu. Fabrice, vous avez la flamme aussi dans votre région. Oui, vous allez avoir la flamme olympique. Et dans l'Essonne aussi, n'est-ce pas? Elle va passer par l'Essonne. Parlons-en.
Oui, on parle beaucoup des Jeux Olympiques en ce moment, de ceux qui arrivent à Paris en 2024 et puis potentiellement de ceux qui reviennent en hiver en 2030 dans les Alpes. Peut-être commençons par l'Île-de-France, que vous connaissez bien. Beaucoup de polémiques avec la maire de Paris qui estime, sujet de transport que vous connaissez bien, elle estime qu'on ne sera pas prêt. Derrière, Valérie Pécresse qui annonce une flambée des tarifs pour les touristes. Est-ce que tout ça, c'est bien sérieux? Je pense que c'est sérieux. Enfin, d'abord, moi, je suis très heureux que la France puisse accueillir les Jeux Olympiques en 2024 et j'espère en 2030 également les Jeux d'hiver. Et je voudrais saluer mon collègue David Lapartien, qui est président du Morbihan et qui est également président du Comité national olympique, qui a fait un boulot extraordinaire. Mais au-delà de ça, non, il faut que le pays soit évidemment en capacité d'accueillir, que ce soit un moment de fierté et de joie partagée pour les Français. Donc, et là, tout de suite, c'est pas l'image que ça rend. Non, mais enfin, c'est pas très sérieux que la maire de Paris, qui porte la candidature, dise aujourd'hui les transports publics vont pas être prêts, alors qu'heureusement les transports vont être prêts. On n'est évidemment pas à l'abri d'incidents, mais c'est pas en criant au loup qu'on va régler les logements sont prêts aussi. Les logements, oui. Enfin, les Airbnb, oui, là aussi, il y a de la polémique. Oui, évidemment. Bon, et les étudiants qu'on a. Et je comprends d'ailleurs les Franciliens qui voudront se mettre au vert. Et pourquoi pas en Essonne, d'ailleurs, je les invite à venir en Essonne pour cette période de jeu. Oui, et puis on accueille bien, et vu qu'on n'a pas de compétition, on pourra y être. Et après, sur la tarification des transports, je trouve quand même assez légitime que ce soit les touristes qui paient le coût des transports mis à leur disposition pour les Jeux Olympiques. C'est pas aux Franciliens d'assumer cette charge. Valérie Pécresse a raison. Valérie Pécresse a raison, on reste là-dessus. Merci beaucoup, François Durovray, président de l'Essonne. Merci à vous. Merci à vous deux. Claire Stenlen nous a quittés, mais Fabrice Vessert-Redon était là. Et pour la première fois, Renaud Parquet également pour 20 minutes. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Bye bye. Augmentez votre pouvoir d'achat avec qui est le moins cher.leclerc et Extra Local. Qui est le moins cher.leclerc, le site pour vérifier qui est le moins cher près de chez vous.